Bon, la partie d'avant était un peu plus floue. Donc là, partie 4, du coup. Voilà. Donc, du coup, réduire. C'est-à-dire que, quelque part, on part du coup dans ce paradigme où... donc ce que j'avais dit, c'était... voilà. On fuit un manque, on manque de vide. C'est comme si, finalement, la plupart des activités ou des choses... Enfin, ce qui nous relie au quotidien, ce qui nous relie dans un désir au quotidien, c'était plus tellement... C'était pas tellement... quelque chose d'un petit peu normal et par-dessus se rajoutent des fois des drogues comme ça, comme des choses qu'il faudrait éviter, mais c'est plutôt notre quotidien est entier, notre vie entière est structurée par des phénomènes un peu addictifs ou qui compensent un manque en amont. Et c'est quand on se confronte à ce manque-là, on peut essayer de comprendre peut-être, en tout cas c'était une idée. Et je me dis, est-ce que je peux pas essayer de faire un sevrage de ça, voilà. Notamment, voilà, quand je faisais un sevrage du travail, je me rendais compte que j'étais dépendant de la pornographie. Si je fais un sevrage de la pornographie du travail, je me rends compte finalement que ce qui redonne un petit peu une dépendance, qui compense, ça va être le sucre, parce que c'est ça qui va donner des pics de plaisir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai plus de sucre quelque part? Qu'est-ce qui va me structurer? Bon. Et donc en fait, c'est par soustraction en fait que je me rends compte de l'impact de quelque chose. Et notre quotidien est déjà structuré par plein de choses en fait. Et peut-être que justement ce qui permet de compenser un manque originel qu'on essaierait tous de fuir, c'est une proposition, hein. Peut-être que c'est justement le quotidien qui est là, et que peut-être que justement on n'arrive pas à le penser parce qu'on est toujours dans une espèce de positivité, à échapper à quelque chose qui est là. On fuit ce manque premier, originel, mais qui est un manque, c'est pas du vide. Et peut-être que justement si on arrive à ce manque-là, on le fuit, on essaye de construire en réaction, comme en miroir, des positivités, parce que lui c'est une négativité. Et en même temps, c'est ce truc-là qui est nourri en permanence. En fait, peut-être que justement, le moment où on arrive à le combler, pas en essayant de s'en échapper, mais en essayant justement d'éviter qu'il grossisse et qu'il se construise, en protégeant un espace, pour pas qu'il y ait de manque, mais pour qu'il y ait du vide à la place, pour qu'il y ait un espace qui soit vide et qui soit disponible, peut-être que ça pourra passer mieux. Voilà. Donc il y a l'idée qu'on fuit un manque, tout comme, par exemple, voilà, je me sens... je sais pas, moi, j'ai quelqu'un qui aurait besoin de reconnaissance, qui serait en manque de reconnaissance, il va essayer de tout faire pour être reconnu, voilà, tout comme j'ai ça aussi un petit peu, voilà, en faisant des trucs artistiques parce que je veux être reconnu dans ce que je fais, tout ça. Bon. Dès le moment où j'ai plus besoin d'être reconnu, parce que quelque part, j'ai pu combler par moi-même ce manque, en tout cas j'ai plus de manque, parce que j'ai compris que ça ne servait à rien, ou parce que moi-même j'ai pu le combler par d'autres moyens, je sais pas trop comment ça marche tout là, mais bon. En tout cas, j'ai pu me confronter à ce manque-là et j'ai pu le combattre quelque part. Bah du coup, ce que je fais n'est plus dépendant d'un manque. C'est ce que je fais et juste c'est fait parce que c'est fait et puis c'est tout. Il n'y a plus besoin de plus quoi. Donc c'est ça un petit peu que j'essaie de trouver aussi. Donc du coup, j'ai fait un peu, j'allais vers ce truc-là et j'allais du coup vers une sorte de réduction. Et je me dis comment je peux me réapproprier les moyens de réduction. Voilà, parce que les moyens de production c'est bien gentil, de se réapproprier ça. En effet, c'est bien, mais si c'est pour se produire de la drogue, pareil pour la consommation, on peut dire voilà, la consommation est une drogue aussi de la même manière. Mais c'est aussi un modèle, c'est que on consomme. Pourquoi pas, c'est bien aussi, c'est-à-dire qu'on répond aussi à des besoins, on a besoin de consommer de la nourriture, des choses comme ça. Bon. Mais est-ce que ce qu'on consomme, on en consomme parce qu'on a besoin de combler des besoins premiers, ou est-ce qu'on le consomme parce que il y a des besoins qui sont produits en amont? Et en fait, c'est plutôt ça, en fait. Si en effet, on consomme pour combler un manque, mais que la consommation ne suffit pas à combler ce manque-là, en fait, ce qui compte, c'est pas de consommer, ce qui compte, c'est de réduire ce manque, quelque part. Et ce manque-là, c'est quoi? On peut dire que c'est la publicité, par exemple. Voilà. Si en effet, on consomme pas un objet pour l'objet lui-même, pour sa valeur d'usage, mais qu'on le consomme pour son image, on consomme parce que quelque part, on nous a fait désirer le fait de l'avoir. Ce qui compte, c'est pas le fait de l'avoir. Ce qui compte, c'est pouvoir ne plus avoir à désirer l'objet. Si je vis dans un monde, enfin, si en effet, de manière un peu mécanique, si je reçois 40 publicités par jour, je pense que c'est plus que ça, pour me faire consommer un objet, et bien du coup, je vais avoir de plus en plus, et qu'il y a un processus inconscient qui fait que de plus en plus j'ai envie d'avoir cet objet-là, je vais toujours lutter contre le fait d'avoir cet objet-là, jusqu'à l'avoir. C'est pareil pour la pornographie. Ça sert à rien de ne pas se masturber, de ne pas éjaculer,
si c'est voir plein de porno, plus je vais voir de la pornographie, plus ça va être dans mon inconscient, plus je vais avoir une tension, une pression, comme ça, pour me masturber, et me masturber jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'images. D'autre part, c'est parce qu'on me met plein d'images dans la tête, que ces images-là, elles ont besoin de sortir un petit peu, de se sevrer, qu'il y a ce phénomène-là. Si je n'avais pas à voir de pornographie, si je ne voyais pas de pornographie, je n'aurais pas à me masturber, en tout cas pas de la même manière, j'aurais pas à vider mes images-là. Pareil pour la consommation, c'est une proposition que je fais, hein, bien sûr, mais le problème n'est pas tant de consommer. Le problème, c'est qu'on nous met des images qui nous mettent en dette, qui nous fait que on nous oblige à nous consommer. On crée du faux désir, on crée une sorte d'obligation, une espèce de dette, qui fait que tant qu'on n'aura pas l'objet, on nous crée de l'insatisfaction. On va nous frustrer en permanence, on nous frustre, on nous montre un objet qui a l'air super bien et qu'on aura, cette tasse elle est géniale, c'est une publicité pour les tasses blanches, elles sont tellement géniales, vous les aurez jamais, sauf si vous l'achetez, mais vous l'aurez jamais. Le problème, c'est pas tant d'avoir la tasse en tant que telle, parce que la tasse c'est une tasse et puis on s'en fout. C'est bien si vous avez besoin d'une tasse. Le problème, c'est qu'on vous frustre pour avoir cette tasse-là précisément. Et en fait, c'est que on vous met dans vous du manque et de la frustration. On accumule sur vous de la frustration, du manque. Et c'est ce manque-là, en fait, que je ressentais aussi, je pense, quand je regardais la pornographie et quand je faisais attention à mon corps. Et je pense que dans une publicité, on pourrait aussi ressentir ce truc-là, ressentir ce manque, cette frustration qu'on a à pas avoir l'objet qu'il y a dans la publicité, dans l'image. Et quand même, on le veut, du coup, et on va comme ça mettre sur le corps de la frustration. Et ce truc-là, tant que le corps l'accumule, il pourra le décharger qu'en achetant l'objet. Ou alors peut-être par d'autres moyens, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était surtout ce truc-là qui était mis en avant. Et en fait, le capitalisme fonctionne comme ça. Il fonctionne de la même manière. Comme la pornographie, il va créer de la frustration jusqu'à ce qu'il va pouvoir capturer après la libido parce qu'il s'est arrangé pour que cette frustration-là puisse être récupérée au moment où on achète l'objet. Donc le problème n'est pas tellement de pouvoir avoir l'objet ou de pouvoir en avoir plein, même si c'est aussi une manière quelque part de pouvoir attaquer le truc. Le problème, c'est se protéger du manque qui est mis en amont. La question, c'est donc plutôt comment se protéger de la frustration. Comment être maître de sa propre frustration. Si quelque part on ne regarde pas la publicité ou que la publicité n'a pas d'impact sur nous, ce qui n'est pas le cas, la publicité, qu'on le veuille ou non, a un impact, sinon ça ne marcherait pas. On a l'impression que ça n'a pas d'impact, mais ça a un impact au niveau inconscient en fait. Ça joue au niveau corporel justement. Donc si on se coupe de la publicité, des images qui vont nous dire quoi consommer, quand et comment, du coup, en fait, on est protégé de ça. Et on se protège d'une frustration, d'un manque qu'on nous met sur nous et qui nous oblige à aller consommer quelque chose. Donc du coup, on n'a plus à consommer. On n'a plus aussi à se masturber ou enfin en tout cas à éjaculer, quelque chose comme ça. Et donc du coup, le désir se construit un peu différemment. Bon, en tout cas, c'était une proposition que je me faisais. Et donc je me dis quelque part, qu'est-ce qui produit ce manque? D'où ça vient? Donc en effet, il y a la publicité, par exemple les images, en général. Bon. Mais je me dis, donc il y a aussi... Donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'une drogue? C'est un peu pareil. Dans une drogue, il y a un côté comme ça, quelque part. Le drogue va créer un moment justement de plaisir, et en même temps va créer une frustration aussi, de plus avoir ce désir-là. Et c'est quand justement on résiste à la frustration que faut trouver autre chose, mais voilà, quelque chose comme ça. Et donc du coup, j'ai essayé de faire un petit peu une sorte de petite liste. Alors elle n'est pas suffisante, hein, mais en tout cas de ce que moi je subissais comme frustration, pas tant comme frustration, mais en tout cas comme frustration au niveau en effet voilà, dans tout ça quoi. Qu'est-ce qui s'imprimait en moi en fait? Qu'est-ce qui va s'imprimer en moi? Qu'est-ce qui va créer un manque quoi? Un manque, un désir, quelque chose. Alors il y avait donc du coup la pornographie, le travail, ou je sais pas trop, une sorte de reconnaissance dans le travail ou quelque chose comme ça. Je pense que dans le travail c'est plus compliqué, il y a quelque chose du genre de la survie. C'est comme si quelque part il fallait que ça c'est qu'il faut que j'arrive à comprendre ça, c'est que il faut que je travaille pour avoir le diplôme et que le diplôme me protège de quelque chose, me protège d'une espèce de manque économique, hein, même si évidemment c'est pas vrai parce qu'un diplôme en école d'art ne vaut pas grand chose, mais il y a un côté comme si quelque part tant que je travaille dans les études, j'avais pas à dépendre d'un travail. Il y a un côté comme ça. Et que là le manque, en fait, il était au niveau du travail. Donc c'est quelque chose que j'ai encore un peu du mal à comprendre, mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Je pense que c'est pour fuir en fait une espèce de misère un petit peu. Donc là c'était la misère quelque part qui était la frustration, elle était à ce niveau-là quoi.
Donc, mais bon, ça c'est un peu particulier, c'est encore un truc que j'ai du mal à comprendre. Donc la pornographie, la publicité quelque part dans la consommation. Le problème, c'est pas ça, la consommation elle-même, en fait, que la publicité, qui fait que c'est plus une espèce de consommation compulsive, hein, comme une espèce de truc compulsif, mais qui vient de la publicité, qui vient pas de la consommation elle-même. Ça vient, même si dans la consommation, la publicité, elle est déjà inscrite sur les emballages, par exemple, sur un truc comme ça, mais on pourrait se dire, après tout, acheter une tasse pour une tasse, c'est pas très grave. Si je vais dans un magasin et que j'achète une tasse, entre guillemets, pour ce qu'elle est, pour simplement ce qu'elle est, après tout, c'est pas très grave. Le problème, c'est quand elle est dans un packaging où il y a de la pub, où quelque part, on me fait désirer cette tasse-là parce qu'elle est absolument géniale. Là, oui. Si par contre, la tasse, après tout, je l'ai en tant que tasse, en tant que valeur d'usage de la tasse, pour boire un café, pour boire un truc, et puis que, bon, après tout, c'est pas très grave. Enfin, bon, je pourrais aussi la fabriquer moi-même, quelque part. Bon. C'est ça qui est intéressant dans le do-it-yourself, c'est quelque part, c'est qu'on produit notre propre désir de produire l'objet. Et il n'est pas induit par autre chose, il y a un côté comme ça. Et donc du coup, c'est ça un petit peu que j'essaie de voir. Et donc il y a un côté de se protéger de la frustration, en fait, de protéger d'un manque, se protéger du manque qui serait instauré et construit en nous par des canaux invisibles, enfin, par des canaux qu'on ne fait pas attention, en fait. Donc comme je disais, voilà, publicité, pornographie, quoi. Donc évidemment, donc les drogues, on va dire des substances, mais le sucre est une drogue, enfin le sucre joue aussi beaucoup. Le café, en tout cas, je sais pas tant si c'est une drogue, mais en tout cas ça agit beaucoup sur le corps aussi, hein, ça construit une espèce d'excitation comme ça. En tout cas, voilà, j'essaie en tout cas de m'extraire des choses qui pouvaient imprimer mon corps un petit peu, comme si je voulais pas avoir quelque part des images ou des substances sur moi. Mais qu'en les éloignant, ça permettait de faire une espèce de vidange, un petit peu, une sorte de sevrage, et de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce qui revient de ça. Et aussi, du coup, quelque part, mais c'est un petit peu un corollaire à la publicité, les images et la musique. C'est comme si dans la musique, il y avait aussi un phénomène un peu addictif. Alors, je l'ai fait sans trop m'en rendre compte, mais c'est vrai que dans une idée un petit peu d'éloignement comme ça, il y avait aussi l'idée de s'éloigner aussi, du coup, parce qu'en effet, quand j'écoute une musique, même notamment à la radio, c'est ça, il y a un côté addictif aussi. On écoute une musique à la radio, on écoute une musique plein, jusqu'à vouloir l'acheter, enfin, un côté comme ça. Et je me dis, c'est un peu pareil aussi. Mais c'est aussi un ressenti, ça, que quelque part, quand on écoute une musique, elle reste dans la tête, et elle reste... On l'a dans la tête comme ça, elle revient tout le temps, comme ça, bon... Et je me dis, c'est un peu pareil, c'est comme une pub, c'est comme un truc qui reste là, quoi. Et qui structure. Et en effet, si j'écoute de la musique douce, j'achète un petit peu de doux, mais je l'ai toujours en tête. Si j'écoute de la musique art tech, par exemple, je sais pas, dubstep, je vais être un petit peu comme ça aussi. Et ça va vachement influencer aussi. Et je me dis, c'est un peu pareil. Donc, j'ai pas fait consciemment, mais je me suis rendu compte que je me suis aussi éloigné aussi, un peu de la même manière des images, quoi. En fait. Enfin, des images, pas toutes les images non plus, mais voilà, si par exemple je m'éloignais des écrans, parce que les écrans fatiguent les yeux aussi, quelque chose aussi un petit peu comme ça, je sais pas à quel point c'est lié, mais il y a un truc qui fatigue, qui absorbe aussi un peu quelque chose, et qui crée une espèce de frustration aussi, quelque chose qui est pas bien dans le corps. Donc les écrans, comme la publicité aussi, hein, il y a un truc aussi, enfin, les écrans comme la télévision surtout, puisque la télévision, il y a un côté hypnotique dans la télévision. Et c'est peut-être lié aussi justement à la lumière bleue. Et c'est comme si ce type de lumière, en fait, était pareil, nous empêchait de nous éloigner de ça. Il y a une étude qui avait été montrée, qui avait été faite que, en fait, plus on est devant la télévision, plus ça nous fatigue, plus ça fatigue le corps, et moins on a d'énergie pour pouvoir s'en éloigner. Et au moment où on le fait, on se sent pas bien, en fait. Donc c'est comme si l'écran nous absorbait aussi quelque chose, absorbait une espèce d'énergie aussi. Donc tout comme une drogue, tout comme une pornographie ou quoi, il y a un côté, plus on est dedans, plus on a du mal à s'en détacher. Comme une forme d'épuisement. Et donc du coup, je me dis, mais du coup c'est pareil, c'est terrible et tout. Bon, donc bon, j'ai pas non plus complètement arrêté l'ordi parce que à la fois j'écrivais sur l'ordi et c'était comme ça qu'en pratique. Et en même temps, du coup, voilà, c'était un peu ce truc-là de... là, par exemple, je fais des vidéos sur un enregistrement, mais ça me permet de pouvoir parler assez efficacement. Ça dure 1 heure, et puis après, je parle, et après, c'est bon, quoi. Mais bon, voilà, c'est un peu ce truc-là. Je vais pas non plus me couper d'Internet, mais en même temps, qu'est-ce que serait qu'un Internet sans écran, par exemple ?
qu'un Internet sans, sans l'information aussi. Hein, c'est vrai que l'actualité aussi, toujours se tenir au courant de l'actualité, comme il y a un truc un peu addictif qui fait que dès qu'on n'est plus en lien avec ça, voilà, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça aussi. Il y a une sorte d'addiction qui fait que, parce que c'est comme ça, on avait peur d'être seul. Et bon, peut-être aussi la question amoureuse, aussi la recherche à tout prix d'un partenaire pourrait être vue aussi comme une manière de fuir un manque, et ce manque ce serait la solitude, hein, qui est compensée toujours un petit peu. Et finalement, à la fin de tout ça, c'est un peu la mort, quoi. C'est-à-dire qu'on fuit un peu la mort, en tout cas on fuit la solitude, la mort, l'absence, le rien. Bon. Et une fois qu'on arrive à habiter ça, ça va peut-être beaucoup mieux. Donc c'est un petit peu ça que j'ai essayé de faire aussi, et enfin que je tends vers ça, je crois, de plus en plus. Et notamment au point où, voilà, quand j'essaie du coup par exemple de limiter. Voilà. Bon, je le fais moins maintenant parce que du coup ça arrivait un petit peu à un point de saturation. Et là, depuis que j'ai repris l'école, l'école fait un peu office de capture de quelque chose, et donc c'est comme si j'avais plus l'espace pour pouvoir vraiment m'y plonger. Parce que là, faut rendre le mémoire, par exemple, donc ça demande une charge de travail, quelque chose qui est un peu une sorte d'épuisement. Et je me sens capturé par l'école aussi. Et justement, les drogues sont une manière de pouvoir compenser ça. Comme si justement l'école était une sorte de drogue aussi, une drogue assez puissante un peu. Je sais pas trop comment ça marche, mais et que justement, ce n'est qu'en prenant du sucre ou en faisant d'autres choses que j'ai pu m'éloigner de ça un petit peu. J'ai pu justement calmer en fait les émotions assez violentes que ça faisait. Comme si justement, voilà, c'est pareil, c'est si je m'éloigne d'une drogue, c'est comme si les autres drogues devenaient beaucoup plus puissantes et leur attrait était beaucoup plus puissant. Donc c'était quelque part, si j'enlève une drogue, il ne faut pas que les autres prennent le pas sur elle, parce que du coup c'est dangereux. Et c'est comme si on compensait on mettait pas mal de drogues comme ça pour passer d'une à l'autre, pour compenser, parce que la capture, c'est peut-être justement où il n'y a plus qu'une seule drogue qui prend le pas sur les autres. Et que voilà, il y a un espèce de traumatisme qui est là, qui est dangereux, qu'on n'arrive pas à saisir, il y a une espèce de névrose, que j'avais appelé ça un petit peu comme ça, et que il n'y a qu'une seule drogue qui prend, un seul échappatoire, et l'échappatoire c'est justement là où il y a la capture aussi. Voilà. Alors que si justement il y a pas mal de drogues en concurrence, du coup ça compense. Et c'est comme si le capitalisme aussi était, enfin en tout cas le marché dans la concurrence de ça, était une concurrence entre plein de drogues. On essaie de capturer justement ce manque-là en amont, mais on le fait par plein de moyens différents et par plein par plein de consommations. Les consommations se font des duels de capture, et que ça joue comme ça un petit peu. Et que du coup on peut... ça reste une aliénation, mais en même temps c'est une aliénation qui est toujours en train de faire concurrence. Donc c'est aussi intéressant. Bon. Donc du coup, qu'est-ce que je fais maintenant Eh bien, j'essaye, alors j'y vais à mon rythme, parce qu'en effet je crois que c'est quelque chose que je pourrais faire vraiment que quand je serai... ou alors il faudrait que je fasse ça sur des sessions, par exemple de 1 ou 2 semaines, mais que je peux faire que quand je suis vraiment détaché du coup de l'école ou de cours ou choses comme ça. Il faut que je sois vraiment chez moi tranquille, parce que l'école engendre une sorte d'angoisse et ça marchait pas du coup. Ça casse, ça fausse tout un peu. Mais j'avais essayé de le faire du coup un petit peu à quelques temps avant l'école. Voilà, notamment et c'est comme si en fait, la drogue territorialisait quelque chose. Et que justement, quand on ne prend plus ce drogue, je prends drogue au sens très large, quand il n'y a plus ce truc-là, on se déterritorialise précisément. Donc j'avais essayé de faire des sessions comme ça, un petit peu où je suis dans ma chambre, par exemple. Alors je peux comme ça être dehors et tout ça, hein, bien sûr. Mais voilà, je me dis pas de sucre, pas de pornographie, pas de pas de travail, hein, en tout cas un minimum, que si j'ai envie, on va dire, mais pas d'obligation de travail, pas de choses comme ça. Et là, du coup, il y a un travail avec le mémoire, donc c'est le problème. Limiter les écrans, en tout cas avec les écrans, ça rabat tout de suite assez vite. Et voilà, et puis voir ce qui se passe. Et en effet, il y a tout de suite une espèce d'énergie, une frustration, un truc comme ça, là, un peu, une excitation qui fait que si, pas de masturbation aussi, et pas de... Enfin, masturbation légèrement, mais en tout cas pas d'éjaculation. Et ça entretient une espèce d'énergie sexuelle qui a besoin de trouver des endroits où s'évacuer, quoi, voilà. Alors après, ça peut être, voilà, par exemple, je peux me dire... La dernière fois, j'étais comme sur le site de rencontre, mais je me rends compte que le site de rencontre prenait du coup beaucoup de poids. C'était ça qui canalisait finalement beaucoup le désir, sous la forme d'un fantasme aussi. Mais c'était intéressant parce que du coup, ça passait beaucoup par l'imaginaire et par aussi... voilà. Donc c'est comme si ça permettait de canaliser un petit peu les énergies. Voilà, je ne fais pas non plus jusqu'au bout. Mais... Et ce qui se passe aussi, voilà, c'est quelque part, je me rendais compte aussi que
en effet, les images, le son jouaient beaucoup. D'un seul coup, quand j'écoutais une musique, c'était le cas aussi à Shanghai, quand j'écoutais la musique française, d'un seul coup, la musique, paf, change complètement ma perception des choses. Change complètement mon état émotionnel, imaginaire, et d'un seul coup, je vais être pris dans la musique, en fait. Je vais être pris par quelque chose. Comme si, d'habitude, voilà, quelque part, on était un petit peu saturé de sons, de musique, de trucs. Et d'un seul coup, quand on est dans le vide, et que d'un seul coup, voilà, au bout de 2-3 journées sans écouter aucune musique, on en écoute une, d'un seul coup, paf, elle a de l'importance. Et d'un seul coup, elle se révèle dans tout ce qu'elle a, quoi. Et donc, ça prend au corps, quoi, un petit peu. Donc, il y a un côté comme ça, quelque part comme si on avait une énergie un petit peu en soi, et que cette énergie-là, elle se produisait au fur et à mesure, que d'habitude, elle était complètement capturée, elle était prise par plein de choses, donc du coup, elle était toujours épuisée parce qu'elle était... Voilà. Mais que si cette énergie-là, on l'a protégée de l'extérieur, on l'a protégée des prises de l'extérieur un petit peu, et que on la faisait grandir en soi, et que d'abord, on la laisse pour son propre corps, pour se régénérer, pour être un peu bien comme ça, et qu'ensuite, en choisissant, on pouvait l'amener vers un canal, la musique, la sexualité, le sucre. Bon. Bah, du coup, mais il fallait contrôler ça. Du coup, ça devenait des moments assez intenses, voilà, mais ça fonctionnait que parce que justement, on pouvait s'en échapper, on pouvait, en temps normal, éviter ça. Donc plutôt que de se dire, voilà, je vais... L'idée, c'est plutôt que de dire, voilà, je vais pendant un temps ne pas manger de sucre ou ne pas faire de choses comme ça, je pourrais me dire aussi, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de vivre d'une base où je n'ai aucune... Enfin, c'est compliqué, mais voilà, j'essaie de limiter au maximum la perte d'énergie, un peu comme ça. Mais par contre, je vais choisir ponctuellement sur quel endroit le lier. Voilà. Donc c'est pour ça que ma chambre, du coup, est un espace complètement blanc, pas d'image, pas de son, en tout cas, bon. Et que je me dis, je vais utiliser cet espace-là. Voilà. Et je vais vivre dans un espace entièrement blanc et que, par défaut, mon espace est blanc. Et je vais ponctuellement ramener les objets pour pouvoir me focaliser dessus, mais voilà, ponctuel comme ça. Alors après, bon, évidemment, c'est plus un peu comme un test, parce que du coup, c'est vrai que ça engendrait des états aussi assez puissants, en fait, parce que, en effet, l'énergie, c'est comme si elle se focalisait... Et je comprenais beaucoup mieux aussi comment se focaliser l'énergie sur un canal plutôt qu'un autre, comment ça fonctionnait. Voilà. Et donc là, plus récemment, ça m'a permis aussi de pouvoir... Donc dans ces moments de réflexion sur la sexualité, je me suis aussi plus intéressé sur une histoire personnelle que j'ai avec des fantasmes et des désirs personnels. Notamment, je me suis rendu compte que, enfin, je le savais déjà, mais je me suis rappelé que les désirs homosexuels que j'avais, ils sont arrivés assez tardivement. Ils sont arrivés aussi avec la pornographie aussi. C'est la pornographie qui m'a confronté à des désirs homosexuels. Mais avant ça, j'avais des désirs qui étaient plutôt des désirs liés BDSM, masochistes. Alors, pas des trucs non plus... notamment liés beaucoup à du bondage. Et c'est intéressant parce que c'est comme si aussi le bondage était aussi une sorte de contrainte aussi. Hein. Là, c'est comme si je me contraignais à ne pas. Se contraindre à ne pas manger de sucre, ne pas regarder de pornographie, ne pas... voilà. Et pareil, il y a un côté où... bon, je vais pas faire un autre chapitre, c'est bon. Par exemple, dans la pornographie, dans le rapport à la pornographie, il y a le fait de ne pas éjaculer, voilà, ne pas aller jusqu'à l'orgasme. Donc c'est là où donc là, c'est ce que je teste en ce moment, donc je ne vais pas non plus trop en parler, il faut que j'arrive à voir un petit peu où ça peut aller plus loin, mais voilà. Je fais des expériences aussi de l'ordre de qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des liens, par exemple, des liens entre mes bras, mes jambes, par exemple, mes bras ou mes jambes, comme ça, quand je fais des liens, des attaches, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand je ne les ai pas. Jusque-là, c'est vrai qu'il y a comme des marqueurs somatiques, c'est-à-dire que si je dors, par exemple, avec des attaches aux jambes, et qu'après le lendemain je peux marcher normalement, je ressens les attaches aux jambes. C'est comme s'il y avait un marqueur qui était là, qui était resté. Je ressens la contrainte et je sens le fait que je peux m'échapper aussi, un côté comme ça. Donc du coup, c'est comme si ça me permettait d'éprouver la liberté à travers la contrainte, dans un contraste en fait. Mais ce qui m'intéresse évidemment, c'est ce contraste-là. C'est pas être dans un point ou que dans un autre. C'est comme si on pouvait éprouver un contraste. Parce qu'en effet, le risque aussi, c'est de... Bon, c'est à voir aussi, mais c'est
d'aimer être toujours dans une espèce de contrainte permanente, et que ce soit pris comme une emprise, en fait. C'est comme si on était toujours dans une forme d'emprise, quelque part. C'est là qu'il y a un peu le risque aussi, c'est que, voilà, c'est, comme je disais, c'est, voilà, si, par exemple, je prends aucune drogue, enfin, voilà, sauf travailler, bah, du coup, je vais passer mon temps à travailler, en fait. Et le problème va pas être résolu. Au contraire, je vais être... Voilà, ça va être... Et là, c'est ce qui se passe un petit peu, je crois... l'école a un phénomène d'emprise, et du coup, je suis complètement dans l'emprise de l'école. Et que, justement, ça va mieux quand, justement, je peux prendre d'autres drogues pour compenser. Voilà. Donc là, par exemple, il y a un truc qui fait qu'il y a quelque chose qui m'attache à l'école qu'il faut que j'arrive à comprendre. Mais pareil, il y a un truc qui m'attache à la pornographie qu'il faut que j'arrive à comprendre aussi, et c'est qu'en m'en éloignant, j'arrive à le comprendre. Parce que j'ai de la distance par rapport à ça, et que je peux éprouver, en fait, cette tension. C'est comme si en s'éloignant, il y avait une tension, et que je pouvais comprendre cette tension. Voilà. Mais cette tension, elle peut aussi arriver parce qu'en face de la pornographie, il y a autre chose, et qui fait que cette tension-là, quelque part, je suis pris par autre chose qui va être ici. Bon, il y a un truc comme ça, un petit peu de jeu de tension, et que c'est ça que j'essaie de comprendre. Donc, peut-être qu'il faut aussi dévier cette tension par autre chose. Peut-être que c'était toujours que des jeux de contraintes, on a toujours capturé, et que peut-être qu'il y a un truc intéressant qui serait de comment créer des contre-captures. Peut-être qu'en effet, la pornographie, je peux résister que à condition de produire moi-même ma propre pornographie imaginaire, ou mes propres fantasmes, ou d'avoir un copain avec qui je peux pouvoir baiser qui va compenser ce truc-là. Peut-être que c'est que à ce truc-là. Peut-être qu'on ne peut pas simplement, peut-être qu'on ne peut que échapper à une emprise de quelque chose qu'à condition de se mettre dans une autre emprise, quelque part. C'est toujours un jeu comme ça. Et que ce qui s'éprouve justement dans une contrainte par rapport à un objet, c'est la possibilité de pouvoir trouver autre chose, en fait. Mais de manière temporaire aussi. Donc c'est ce que j'essaie de tester là aussi. Voilà. Et aussi, donc il y a un truc qui m'intéresse aussi, mais là je ne vais pas non plus trop en parler. Parce qu'à part le témoignage, et j'essaie aussi de l'expérimenter sur quelque chose qui est l'ordre de la cage de chasteté, qui permet donc de pouvoir contraindre l'érection et d'empêcher l'érection. Alors, c'est utilisé dans des cadres de couple, notamment de soumission, où une femme ou un mec va contraindre son partenaire et va... c'est comme une ceinture de chasteté, un petit peu. Voilà. Elle va lui empêcher de bander, et notamment à travers un cadenas, et va... en mettant un cadenas sur la cage de chasteté, va avoir un contrôle dessus. C'est-à-dire que c'est uniquement le partenaire qui va choisir quand libérer le désir de celui qui aura la cage de chasteté. Et ça engendre en effet des phénomènes de soumission, puisque finalement le désir se focalise sur celui qui a la clé. Parce que c'est que lui qui peut justement amener à la jouissance. Donc là, il y a une sorte de capture et d'emprise, alors consentie, j'espère en tout cas, et en même temps à quel point, puisque c'est là où c'est un petit peu gênant, c'est que du coup il y a une emprise que par une seule personne en fait. Donc ça crée à la fois des phénomènes de dépendance, et donc aussi de désir et d'amour, etc. assez puissants, et en même temps à quel point c'est la dépendance, ou à quel point ça construit pas aussi une sorte d'emprise très, 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 très puissante aussi quelque part. Même si, bon, à tout moment la personne peut casser le cadenas, ou peut, avec une pince coupante, et voilà, il peut aussi s'échapper quand il veut, il n'y a pas non plus de... Mais voilà, mais ça construit, je crois que ça joue sur ce même rapport-là. Ça construit une addiction ici. Ça construit une addiction en empêchant en fait toutes les autres possibles, quoi. Il y a un côté comme ça, en empêchant la masturbation, par exemple. Alors je trouve ça comme assez intéressant en fait, comme truc justement, comme création de désir par création de manque aussi. Et en même temps, c'est aussi une emprise. On peut se dire c'est assez terrible. Imaginons que par exemple que dans un État totalitaire, que l'État impose des cages de chasteté à tout le monde. C'est aussi un petit peu gênant. Et en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu le cas, quelque part? Est-ce que... de la même manière que Preciado dit que l'État, enfin que les utérus appartiennent à l'État lorsque l'État interdit l'avortement, on pourrait dire, si l'État interdit la masturbation, comme je me demande si c'était pas d'ailleurs je sais pas si... Non, c'était pas le cas, non. C'était plus un projet de loi un peu idiot, mais quelque part, ce que fait l'Église lorsqu'elle interdit moralement la masturbation, elle produit une cage de chasteté en fait chez tout le monde, en tout cas chez les mecs. Voilà, lorsqu'elle interdit aussi la sodomie, etc. C'est la même chose en fait. Elle interdit en fait toute autre pratique autre que la reproduction, comme pour focaliser le désir sur la reproduction en tout cas sur le sexe et le vagin, quoi. Il y a un côté comme ça.
et que tout ce qui va être déviation de ce désir-là vers d'autres objets de désir, justement, va être interdit, quoi. Il y a un côté comme ça. Après, du coup, c'est que voilà, donc il y a un contrôle qui est mis comme ça. Et en effet, la cage de chasteté devient un contrôle à ce niveau-là. Donc moi, j'ai pas envie de le faire avec d'autres personnes, parce que justement, il y a cette question du contrôle qui est gênant. Par contre, comme pratique personnelle, ça peut être aussi intéressante. En tout cas, c'est ce que j'essaie de voir ici, dans une logique pour l'instant individuelle. Qu'est-ce qui se passe? Dans un cadre de couple, c'est aussi super intéressant. Qu'est-ce qui peut se passer aussi, quoi. Mais déjà, dans un cadre individuel, qu'est-ce qui se passe? Ça revient un petit peu à une sorte de nofap, un peu. Ça revient un peu à s'interdire de se masturber pendant un certain temps. Donc c'est une sorte de contrôle, d'autocontrôle, mais là qui est assisté par un objet qui en plus empêche de bander. Donc qu'est-ce que ça donne, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? C'est ce que j'essaie de tester ici en ce moment. Voilà. Alors, c'est pas encore très clair, donc c'est vrai que là j'en parle, mais peut-être que je devrais attendre un petit peu de temps avant de pouvoir en parler. Et puis, bon, en même temps, je le fais en fin de vidéo, donc c'est assez cohérent aussi, je pense, avec la suite. Et pareil, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe aussi avec les liens, avec des rapports un petit peu de frustration, voilà, qui se passe dans la frustration, en fait, et d'empêcher d'avoir des mouvements, par exemple. Sachant que je ne le fais pas, c'est des choses qui sont dans le bondage. Je sais pas ici dans un cas d'auto-bondage. Hein. C'est une espèce d'automasochisme ici, d'auto-bondage, d'autodiscipline, qui passe par le corps, pour le coup. Et c'est comme si c'était intéressant. C'est des choses qui se faisaient beaucoup dans des formes de couple, mais dans des rapports comme ça engendre peut-être presque un peu artificiellement une sorte de dépendance aussi à l'autre. Et c'est comme si dans un premier temps j'avais besoin de le faire pour moi. Comme si je pouvais l'utiliser dans un cadre. Ça peut être utilisé comme des pratiques d'autonomie individuelle, voilà, comme une sorte d'auto-BDSM. Ça rejoint en fait ici un documentaire de Camille Dusselier, je crois, mais je ne suis pas sûr que ce soit. Je ne sais plus le nom du truc. Je ne sais pas si c'est vraiment elle d'ailleurs. Non, c'est peut-être pas elle. Alors, bon. En tout cas, c'était sur les sorcières, donc je ne sais plus quel est le titre du truc. C'était pas ça, mais c'était pas elle du tout. Je crois que pas que ce soit elle. Mais c'était un mec qui en fait se brûlait le corps. Et se faisait des espèces de marquages au fer sur son propre corps. C'est une pratique assez radicale, hein, qui peuvent se faire dans le BDSM, dans un cadre de domination, mais il le faisait sur lui-même. Et il disait qu'il faisait ça parce que c'est une manière de pouvoir dire qu'il était le maître de son propre corps. Voilà, il soumettait son corps à lui-même. Donc c'est une manière de réapproprier son corps. Et je trouvais ça super malin en fait comme truc. Parce que de la même manière, est-ce que notre corps il nous appartient vraiment ou pas? C'est pas si dit que ça. Hein. C'est qu'en effet, si l'État interdit aux femmes d'avorter, le corps des femmes appartient à l'État. Dans un cadre de couple ou de mariage, son corps appartient au mari. Donc voilà. Dans un cadre de force de travail, par exemple, si je travaille, je fais un travail manuel, mon corps est loué. En tout cas, il appartient temporairement au patron, dans un certain cadre, mais il appartient au patron parce que c'est lui qui décide quel geste je dois faire. Donc mon corps ne m'appartient plus à ce moment-là. Et je me dis, est-ce que notre corps nous appartient vraiment? Est-ce qu'on n'est pas, au contraire, pris, en fait, sans s'en rendre compte? Notre corps est pris par des contrôles, en fait, extérieurs, quoi. Voilà. Tout comme peut-être que mon travail est pris aussi, est contrôlé par le bilan, dans un cadre d'une école ou quelque chose comme ça. Et qui est accaparé par elle aussi, quoi, par l'institution, un truc comme ça. Donc c'est ce que j'essaie de voir. De toute manière, on est pris aussi par la musique, par des choses comme ça, par des structurations musicales, autrement, quoi. Et la question, c'est comment retrouver ici une forme d'autonomie, peut-être, donc d'autocontrôle, quelque part. Ça revient un petit peu à ça. Et c'est un autocontrôle qui permet qui n'est pas tant pour le contrôle lui-même. C'est un autocontrôle qui est intéressant parce qu'il évite, en fait, il permet de s'échapper au contrôle de l'autre. Un contrôle de l'État, par exemple, autre chose comme ça. C'est plus dans ce rapport-là, quoi, en fait. C'est comme si se contraindre soi-même n'était pas tant une manière. C'est pas tant se contraindre soi-même qui est tellement émancipateur en tant que tel. C'est que se contraindre soi-même permet d'éviter que ce soit l'État, le marché, n'importe quoi, qui nous contraigne. Donc en se contraignant, on choisit
les endroits où on va se contraindre et les endroits où on va pouvoir ne pas se contraindre, justement. Parce que pouvoir ne pas se contraindre, c'est pas possible, parce que du coup, voilà, il y a plein d'énergie qui, voilà, on peut pas, voilà. Mais du coup, voilà, on peut éviter ça quelque part. Il y a un côté comme ça. C'est un petit peu comme si, voilà, si mettons j'ai un budget, j'ai un budget énergie, donc on va dire que j'ai un budget économique. Bah, il faut que je puisse quelque part gérer mon budget. Il faut que je puisse dépenser enfin autant ou moins que je gagne, si je veux des économies par exemple. Si quelque part je peux pas trop réguler mon budget et que justement je dépense tout mon argent dans des choses qui sont là parce que justement la publicité m'a dit de l'acheter ou parce que voilà, et quelque part je suis plus maître de mon budget, bah, je le maîtrise plus. Et donc du coup, j'ai peut-être pris la liberté de dépenser de l'argent, mais cette liberté-là, cette énergie-là, en fait, elle est juste accaparée par tous les gens qui vont juste récupérer cet argent-là et qui vont récupérer mon désir et qui vont le focaliser sur des objets de consommation, des choses comme ça. Et donc du coup, ça peut être intéressant d'avoir de l'argent, d'avoir une énergie justement à dépenser, mais il faut savoir où est-ce qu'elle est dépensée, il faut pouvoir la maîtriser et la contrôler justement, pour pas qu'elle soit contrôlée par l'extérieur. En tout cas, pour qu'on choisisse par quel canal elle va être contrôlée. Il y a plus de choses de ce ordre-là un petit peu. Et ça nécessite justement de pouvoir refuser, en fait, de pouvoir ne pas consommer, de pouvoir ne pas gaspiller son argent. Si l'argent on l'a et qu'on ne le gaspille pas, quelque part, ça sert à rien, parce qu'on a juste de l'économie chez soi, bon bah, si on est vraiment interdit de l'utiliser, c'est comme si on n'en avait pas, ça sert à rien. C'est comme si, voilà, j'avais des gens, mais que bon, je les contraignais tout le temps, que mes jambes étaient toujours contraintes, ça sert à rien. Si je les contrains, c'est pour choisir les moments où elles seront libérées. Voilà. Et justement, parce que du coup, à ce moment-là, j'aurais choisi ça, et que ce sera à ce moment-là où je pourrais focaliser. Il s'agit en fait de focaliser sur son désir. C'est un peu pareil, c'est que voilà, il faut focaliser sur son désir sur les endroits où c'est important. Et si on le focalise, c'est parce que justement, on va pas être, on va ne pas regarder ce qu'il y a autour pour focaliser quelque chose de précis. Voilà, c'est comme une sorte de saturation. C'est comme si, voilà, si je veux écouter une musique, eh bien, il faut que je l'écoute, mais il ne faut pas qu'autour il y ait du bruit ou d'autres musiques, quoi, parce que du coup, je vais être déconcentré et ça ne va pas marcher. Donc, il y a un côté comme ça. Je ne peux écouter une musique que si j'ai fait le silence autour. Voilà. Je ne peux éprouver une liberté que si j'ai tout contraint autour pour pouvoir vivre pleinement cette liberté-là. Voilà. Et je ne peux... Voilà, c'est pareil, voilà. Je peux pleinement vivre une image que si j'ai pu faire du blanc autour pour pouvoir voilà, respirer ces images-là. Comme si j'avais un peu un budget image et que je pouvais pas, s'il y a trop d'images, je suis saturé d'images et que mon cerveau ne peut pas tout assimiler. Et peut-être que c'est un peu un problème maintenant, parce qu'aujourd'hui on est dans une sorte de saturation et que on a plein de choix à faire, mais qu'on a un peu trop de choix et que là où avant justement on n'avait peut-être pas accès. Alors, je ne parle pas ici des gens du lupen prolétariat ou de gens qui sont très pauvres aussi, hein, mais que justement la richesse c'était d'avoir accès par exemple à des images ou à des livres, je sais pas, des musiques ou quoi. Peut-être qu'aujourd'hui justement il y en a trop et que la richesse c'est de pouvoir se mettre à distance de ça. Et je pense que c'est ce que testent les décroissants particulièrement. Voilà, c'est comme si, aussi pareil, pour apprécier une activité pleinement, une activité en plus, il faut pouvoir avoir du temps libre aussi. D'un côté comme ça. Et libre, c'est pas un libre au sens d'ailleurs, au sens libre, libre c'est au sens libéré en fait. C'est comme si, d'ailleurs, pour se focaliser par exemple sur une musique, je disais c'est la liberté, mais non, c'est pas la liberté en fait, c'est juste. Au contraire, c'est une musique, c'est un système de contraintes en lui-même. Et justement, le silence, c'est la liberté, en fait. La liberté, c'est comme s'il n'y avait pas de liberté, il n'y avait que du vide. En fait. Mais du vide, ça sert un peu à rien. Le vide, c'est intéressant que si ça peut se remplir de quelque chose. Et être libéré, c'est être dans du vide. Mais du vide, c'est rien aussi. C'est flotter dans du rien, un petit peu. Celui qui est libre, c'est celui qui... Enfin... Celui qui est libre, c'est celui qui n'a pas de contraintes, un petit peu. Mais un monde sans contraintes, sans structure, on va dire, c'est un monde vide, plat et blanc où il n'y a rien, précisément. On est libre, mais on est libre de rien. En fait, on est libre dans le rien.
Et c'est justement quand on peut choisir ses contraintes, parce que voilà, on peut y aller, que là, on peut pas dire qu'il y a une liberté, mais il y a un jeu. Il y a un jeu entre justement la possibilité d'être dans le vide, la possibilité du silence, et la possibilité de pouvoir choisir, de consacrer justement une libido, une énergie, sur des systèmes de contraintes qui vont pouvoir la focaliser, la comprendre, et modéliser ce désir vers autre chose. Et qui vont pouvoir l'attirer aussi. Donc c'est un petit peu ça. C'est comme si j'essayais de construire du vide. Voilà. Là, par exemple, qu'est-ce qui se passerait? Ça voudrait dire que, par exemple, voilà, si je prends... mettons, ça, c'est ma vie. Ça. Voilà, ma vie, c'est comme ça. Hein, c'est toute une carte. Voilà, bon. Et ben, ça consiste à dire, voilà, je vais passer du blanc, tout ça, tout ici. Tout ça, je vais l'enlever. Et je vais pouvoir juste garder cet espace-là. Et du coup, je vais pouvoir, comme ça, vivre cet espace-là intensément. Parce que je ne vais pas être bouffé par tout le reste. Mais... ensuite, à un moment donné, je pourrais mettre du blanc là-dessus et je pourrais focaliser sur autre chose. Voilà, sur notre espace. S'il n'y avait que du blanc, je ferais rien. Je ferais absolument rien. Et donc, du coup, je serais presque mort un petit peu. Mais là, du coup, voilà, c'est en focalisant des objets particuliers, je peux focaliser tout là-dessus. Et bon, parce que j'aurais choisi aussi. Alors, en effet, c'est peut-être quelque chose d'assez dangereux parce que ça marche que si c'est choisi, ce truc-là. Évidemment, dès le moment où c'est quelqu'un d'autre ou l'État, n'importe quoi, qui va dire tu focalises que là-dessus, c'est là où il y a une emprise. Et donc c'est comme si, quelque part, ce truc-là n'était possible qu'à condition de ne pas. C'est comme si il fallait toujours pouvoir tester la possibilité de pouvoir arrêter à n'importe quel moment. Dès le moment où on ne peut plus arrêter, il y a un gros problème. Bon voilà, après bon, je vais pas trop... voilà. Je vais bien réfléchir à toutes ces choses-là. Mais en tout cas, c'est un peu ce rapport-là que j'essaie de comprendre en ce moment. Et même de voir qu'est-ce qui se passe quand, quelque part, il n'y a que du blanc. S'il n'y a que du blanc, si on fait que de déterritorialiser quelque part, bah c'est comme si voilà, s'il n'y a plus d'addiction, en fait, il y en a encore, il y en a toujours un peu. Mais il y a un truc plus profond qui remonte. Et ce truc-là, il peut être un peu déstabilisant aussi, un peu angoissant. Mais justement, c'est à ça qu'on peut se confronter, c'est à ça qu'on peut. Et c'est comme si une fois qu'on avait assimilé ce truc-là, tout de suite ça allait mieux. Voilà. Il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'en faisant ça, quelque part, ce qui remonte aussi, justement, peut se focaliser aussi sur des médiums artistiques. Plutôt que d'écouter de la musique aussi, voilà, on peut aussi en faire. Et c'est comme si l'énergie qui arrivait là révélait une structure sous-jacente, une structure plus forte, un système de contraintes plus profond en soi, qui pouvait se modéliser à l'extérieur aussi. Voilà. Et qu'une fois qu'on l'avait compris, on pouvait encore, quelque part, lui-même s'en éloigner pour aller encore plus profond. Hein, donc il y a une sorte de... Bon, je ne sais pas si c'est ça la schizoanalyse, je ne suis pas trop sûr d'ailleurs. Mais c'est l'idée de travailler dans un espace de trous et de creux. Comment on peut creuser? Comment on peut creuser et creuser plus profondément encore? Et creuser justement en arrêtant d'accumuler des choses, en désaccumulant justement, et en désaccumulant le manque, justement. Voilà. En fait, c'est en faisant ça, voilà, en s'interdisant d'accumuler les choses, et on voit quelque part qu'est-ce qui nous oblige à accumuler les choses. Du coup, c'est justement un manque, une solitude, la publicité, etc. Et quand on arrive à combler ça, c'est-à-dire à habiter ce manque, du coup, soit à éviter la publicité, soit justement à compenser par autre chose, soit à habiter la solitude, c'est-à-dire à se dire, après tout, c'est très bien la solitude, on vit très bien seul aussi, voilà, ou d'autres choses comme ça, ou bon, à faire le deuil de différents trucs. Du coup, ça fait que ce truc-là ne vient plus compenser quelque chose, mais devient au contraire juste un vecteur possible et non pas obligatoire. Bon, en tout ça, il y a la question du biopouvoir. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que le biopouvoir comme obligation, comme je disais, voilà, ce truc-là qui fait que le biopouvoir va être un système de capture un peu unique. Mais c'est comme si ce système de capture unique se faisait parce qu'on avait empêché tout autour ce qui peut se passer. Il y a un côté comme ça. Déjà parce qu'il y a un manque, et ce manque-là, on le nourrit, et on va le canaliser. Et on va le canaliser vers un seul truc. Voilà. Mais après tout, on pourra le canaliser pour n'importe quoi d'autre. Et voilà. D'ailleurs, dans le mémoire, je me dis, il y a un peu un truc comme ça aussi, quelque part. C'est comme si j'essayais pas de canaliser, justement, le mémoire. J'essayais de voir vers où ça va, un petit peu, et puis de retroucher là-dedans. Mais c'est si quelque part, il y avait un seul sujet, tout le truc irait sur un seul sujet, et en même temps, ça déborderait, ça irait pas, et ce serait capturé par un sujet. Et c'est comme si le fait qu'il n'y ait pas de sujet, ça évite la capture, et ça permet un éparpillement aussi. Et de comprendre aussi d'où ça vient, un petit peu. Parce qu'en s'éparpillant, on peut aussi comprendre vers où ça va, vers où...
il y a un côté un peu comme ça, de dire, voilà, quelque part, c'est que il y avait une sorte, et encore une fois, hein, encore maintenant, une addiction à la pornographie, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas réglé sur le plan de la sexualité. C'est pour ça que je peux essayer de travailler là-dessus. Pareil pour le travail, il y a quelque chose que j'ai pas réglé sur le plan du travail ou de la reconnaissance, ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, ça permet de savoir où sont les manques et de pouvoir travailler dessus. Voilà. Et donc c'est un peu un travail mais en négatif en fait, c'est de dire de quoi je suis dépendant et pourquoi je suis dépendant et comment faire en sorte que je sois de moins en moins dépendant. Et pour comprendre d'où ça vient. Voilà. Donc il y a ce truc-là, il y a un mouvement de désir, comme ça, comme une flèche. Ce qui compte, c'est pas là où pointe le désir, c'est plutôt de savoir d'où ça vient. D'où vient ce désir-là, un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a en amont de ce désir? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Et quelque part, voilà, c'est que si ce désir-là, il va vers un truc là qu'il capture, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus cette capture-là? Est-ce que le désir va pas ailleurs? Peut-être que du coup, ce désir, il allait là, mais parce que c'était pas vraiment ça, c'est parce on s'était interdit autre chose ou que c'était trop puissant. Mais que s'il va ailleurs, bah, est-ce qu'il va ailleurs? Ok. Est-ce que c'est pas ça du coup? Est-ce que ça va dire autre chose? Est-ce que bon, et en s'interdisant en fait de savoir où va le désir pour voir après où est-ce qu'il va, on peut comme ça un petit peu plus facilement comprendre quelque part qu'est-ce qu'il essaie de fuir un petit peu. Et c'est comme si bah du coup ce qui comptait c'était pas tellement le désir, la direction où est-ce qu'il va, mais plutôt la direction où est-ce qu'il va, c'est une indication pour savoir d'où il vient. Et c'est comme si en sachant d'où il vient, on peut essayer de trouver ce truc-là. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu, de voir qu'est-ce qu'il y a en amont du désir, qui serait du coup une force du dehors, quoi. Voilà. Donc la question serait ça, c'est qu'est-ce qu'il y a en amont du désir? Et j'arrête ici.